Merci à tous d'être connectés ce matin pour ce rendez-vous qui a lieu maintenant tous les 2 ans, puisque du coup, il alterne avec la journée régionale des ENR qui est organisée avec la région, l'ADEME et l'ADREAL aussi. Donc un rendez-vous sur les énergies renouvelables qui nous permet de faire un petit peu le point sur les données de l'année. Et puis qu'on a souhaité cette année orienter sur le bois énergie. Et, mais pas que, c'est-à-dire que l'idée c'était de voir un petit peu comment on établit une stratégie autour du bois énergie. Voilà, quelles sont finalement les étapes avant l'installation de la chaudière. Et donc, on vous propose quelques retours d'expérience de collectivité autour de ce sujet-là. Donc, le programme du webinaire, Stéphanie Mode nous fait le plaisir de faire l'ouverture en quelques minutes. Et puis ensuite, donc, comme je vous disais, on fera un état des lieux sur les données 2023. Deux retours d'expérience sur la mise en place de chaufferie à Coulanges, mais qui a été précédée d'une rénovation de bâtiments communaux. Et puis ensuite, la dynamique dans le Jura par la SPL Jura Chaleur Renouvelable et portée par le SIDEC pour essayer de mettre en place plus facilement cet outil. Et on conclura avec quelques petites présentations de ressources qui sont à votre disposition pour vos stratégies territoriales. Je ne me suis pas présentée, je suis Perrine Lair, donc je ferai l'animation en tant que coordinatrice de l'ORECA. Très bien, merci Perrine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis dans un environnement un peu bruyant. Voilà, donc excusez-moi si vous entendez des bruits derrière moi. Voilà, je vais essayer de ne pas parler non plus trop fort. Vous me dites, hein, Perrine, s'il y a des soucis de connexion. Voilà, donc cette journée, effectivement, enfin, ce webinaire est très important. Il s'inscrit effectivement dans des événements que nous mettons en place régulièrement, conjointement, ADEME, Région, DREAL, avec l'appui d'Alter. Donc, c'est très important parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un moment où des tentations sont très, très fortes d'accumuler des reculs sur la transition écologique. Pour certaines, malheureusement, elles réussissent pour le moment. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas baisser les bras et se dire que nous sommes dans le vrai. Il y a eu des tentatives aussi sur les énergies renouvelables, de reculs très forts. Or, nous avons besoin d'un mix énergétique très fort. Je vous le rappelle, hein, nous sommes donc dans la région, dans notre SRADET, notre outil de planification à 2030-2050 même. Et puis, donc, dans ce SRADET, nous avons réaffirmé la volonté d'avoir une région REPOSE, donc région à énergie positive, dans laquelle nous avons un triptyque qui ne bouge pas, qui est la sobriété avant toute chose. Avant de parler d'efficacité énergétique et d'ENR, je rappelle l'obligation absolue d'être plus sobre dans nos comportements, dans nos modes de vie, nos modes de consommation pour pouvoir réussir ce pari de décarbonation. Nous avons ensuite l'efficacité énergétique que nous connaissons toutes et tous bien, qui est un levier supplémentaire. Et le dernier qui n'est pas négociable, c'est celui des énergies renouvelables. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un focus sur l'énergie bois, autour du bois, de la biomasse, avec effectivement, mais je pense que ça sera décliné pendant ce webinaire, quand même une attention particulière à cette ressource en bois. Donc effectivement, l'utiliser à bon escient pour des projets qui engendre aussi des économies en termes de travaux énergétiques qui contribuent à diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, alors un petit rappel sur l'année 2024. Les territoires ont été beaucoup mobilisés sur la loi d'accélération, la production des énergies renouvelables, à définir dans ce qu'on a appelé la zone d'accélération des énergies renouvelables. 40% des communes de la région ont contribué à cet exercice. Ces travaux devront se poursuivre, bien évidemment. Donc, nous avons déjà quand même, avec ces 40%,
qui se sont pliés au jeu un bon aperçu de ce que nous pouvons attendre en région. Et il va falloir effectivement maintenant regarder attentivement à l'échelle de la grande région comment ces propositions d'installation d'énergie renouvelable sur le territoire sont cohérentes avec le schéma global. Nous attendons un plan pluriannuel pour l'énergie. Donc, il est attendu pour la fin de l'été. Il n'a cessé d'être poussé. Espérons qu'il répondra à nos attentes. En tout cas, des objectifs régionalisés par filière ENR seront proposés dans le courant de l'automne. Et donc, nous aurons un comité régional de l'énergie qui alimenteront la modification future du SRADET par rapport à cette PPE. La région, bien évidemment, souhaite poursuivre la mise en œuvre d'un scénario ambitieux d'ici 2050. Donc, je l'ai dit, pour devenir une région à énergie positive et bas carbone et sortir des énergies fossiles. Un rappel aussi que la région et l'ADEME sont engagés à travers le CPER à développer massivement les énergies renouvelables, tout en encourageant, et ça c'est un point clé, la mobilisation citoyenne qui est une condition de la réussite, de l'acceptabilité sociale et des retombées économiques pour les territoires. Ainsi, afin de favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets d'énergie renouvelable citoyens et à gouvernance locale, la région a développé une politique autour de 4 axes: l'animation, le portage des projets, le financement et la communication. À ce titre, je rappelle aussi que la région, l'État et l'ADEME organisent tous les 2 ans, ça a été dit par Perrine, donc une année, cette journée régionale des ENR, l'année d'après, c'est plutôt un webinaire, qui a eu lieu en décembre 2024. De très nombreux participants ont participé, donc c'est vraiment euh, tout l'intérêt de cette journée, surtout de prouver que cette question des énergies renouvelables euh, pose beaucoup de questions, il y a un engouement certain et il faut que nous puissions répondre, et c'est l'enjeu aussi de ce webinaire, de pouvoir répondre aux nombreuses questions des élus locaux notamment qui veulent rentrer dans cette dynamique des énergies renouvelables et qui ont besoin de l'appui de nous. Voilà, donc cette journée régionale, vous la pouvez la retrouver donc sur le site de la région. Je pense qu'on vous mettra le lien. Rappelez aussi les travaux de l'Observatoire qui vont être présentés et qui permettent de suivre et d'analyser la dynamique régionale et locale de déploiement des énergies renouvelables. Ces travaux de l'Observatoire sont extrêmement précieux pour nous, donc ça nous permet effectivement de suivre attentivement l'évolution de ces énergies renouvelables. Et cela montre que de nombreux territoires contribuent au développement de ces ENR et à la maîtrise de l'énergie. Ensuite, vous aurez donc les retours d'expérience qui seront proposés dans cette séquence et qui vont permettre donc d'illustrer et de démontrer que nous pouvons tout à fait réussir ce pari des ENR dans notre belle région. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous un excellent webinaire. Je ne pourrai pas être présente tout du long, mais sachez que je suis extrêmement attentive, ainsi que la présidente de région et les services qui nous accompagnent, notamment le service, la direction de la transition énergétique, pour la pleine réussite de ces ambitions autour des énergies renouvelables. Voilà, très belle journée à vous tous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Merci voilà, d'avoir pu être présente ce matin. Du coup, je passe la parole à Stéphane François, donc d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, qui anime avec Alter l'Observatoire Énergie-Climat-Air, qui va donc vous présenter les données de l'année sur les ENR. Oui, bonjour, merci Perrine. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé en 2023 et aussi ce qui est déjà disponible pour 2024, histoire de vous apporter les données les plus fraîches qu'on a. Et de comparer un petit peu justement ces filières aux ambitions qui ont été mentionnées par Madame la vice-présidente sur les ambitions du SRADET, tout en gardant en tête que ces choses sont quand même dans une certaine mouvance avec les textes qui sont attendus, la PPE3, les révisions qui sont à venir. Déjà un premier petit focus sur l'hydroélectricité, alors qui n'est pas une filière sur laquelle on a des ambitions de progression de production, hein. Elle est déjà très implantée en région Bourgogne-Franche-Comté et elle subit fortement le changement climatique. Mais bon, il est quand même bon de rappeler qu'elle contribue quand même déjà, qu'elle contribuait fortement, qu'elle continue de contribuer fortement quand même à la production d'électricité renouvelable. Une année 2023 en demi-teinte, dans la moyenne, on va dire, normalisée, de 0, un peu plus de 0,8 TWh de production, avec une pluviométrie
un peu standard, hein. On peut citer que 2024 était exceptionnellement pluvieuse, au contraire, hein, donc on a dépassé les térawattheures. Et justement, on voit très bien cette irrégularité de production. Il n'en reste pas moins que c'est une filière sur laquelle il y a quand même des ambitions de déploiement, hein, qui doivent se maintenir de l'ordre de 1 mégawatt de puissance par année, hein, dans le SRADET, et qu'on est un petit peu en deçà, on va dire, du calendrier. Il y a un petit peu de retard, mais il y a quand même une dynamique qui est suivie. Et sur les dernières années, ce mégawatt est quand même un petit peu justement respecté, hein, grâce au dispositif d'animation notamment qui est porté par l'ADERA et l'ADEME. Que dire d'autre là-dessus? Qu'il y a aussi des travaux, hein, qui sont en cours de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle STEP sur Vouglan, hein, qui va permettre aussi à terme de conforter, on va dire, la position importante de cette filière sur ces questions d'équilibrage du réseau électrique. Si on passe à la filière éolienne, où là, bien sûr, les ambitions sont tout autres en termes de déploiement, on était sur environ 1,15 gigawatts de puissance déployée en 2023, une progression légère de 7%. On est relativement loin des objectifs encore à 2030 et 2050, hein, qui s'établissent à 2,8 et 4,5 gigawatts. Ce qu'il faut garder en tête, hein, sur cette filière, c'est qu'on a un productible quand même qui est assez intéressant, hein, notamment en 2023, malgré ce retard de puissance dû à un facteur de charge historiquement haut et une production, une injection de 2,5 TWh d'électricité. On n'était pas loin des objectifs. Mais d'un autre côté, en 2024, on a une année avec un facteur de charge exceptionnellement bas. On voit que justement, on a quand même besoin d'avancer sur ce déploiement de parcs. C'est une filière qui subit réellement beaucoup de résistance, hein. Ça, il faut le garder en tête, hein. Il y a quand même beaucoup de résistance sur l'implantation, beaucoup de contestations. Et si on se penche un petit peu, hein, donc voilà, comme je disais, sur les chiffres 2024, toujours très peu de progression, hein, plus 6%, 1,2 gigawatts, encore un gap quand même très important par rapport aux ambitions à 2030. Mais à côté de ça, si on regarde les files d'attente, donc au mois d'avril 2025 pour la dernière mise à jour de l'Adréal, on a 1,1 gigawatt de puissance autorisée en attente de construction, l'équivalent du parc actuel, et 1 gigawatt en instruction, hein. Donc c'est vraiment, on a quand même des files d'attente de construction et des files d'instruction qui sont quand même très importantes. Avec, je pense qu'il faut insister sur une chose, toujours ce même problème d'hétérogénéité de répartition sur la région. On l'a vu sur la carte précédente, hein, mais là on le voit aussi sur les projets. Donc vous avez en bleu les mâts construits, alors c'est un peu petit, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les taches de couleur, hein. Les mâts accordés non construits qui sont en vert et les mâts en instruction qui sont en jaune. Ce qui est réellement cette problématique, hein, qu'on voit qui perdure de concentration de l'éolien sur Lyon, le nord de la Côte d'Or et une partie de la Haute-Saône. Donc c'est sûr que ça ne facilite pas forcément avec cette exploitation, donc, qui va prioritairement vers les territoires un petit peu plus intéressants en termes de facteurs de charge, mais ça ne veut pas dire qu'avec les technologies actuelles, le reste de la région n'est pas intéressant. On a quand même un gros déséquilibre territorial et puis aussi des problèmes de raccordement, hein, qui se posent derrière, hein, qui sont réels. À noter, hein, justement qu'il faut se pencher un petit peu sur la manière dont ce parc évolue. Actuellement, le parc en exploitation, il est à peu près à 2,5 mégawatts de puissance par mât. Le parc en instruction, il est à 5 mégawatts, hein. On est réellement sur le passage sur ces nouvelles générations de machines. Et donc, ce qui nous offre aussi des perspectives de croissance plus importantes et aussi des réflexions, hein, qu'on est en train de mener, une fois de plus, hein, dans les cadres de cette PPE3, de ces travaux qui sont en cours, pour voir quel va être l'impact du repowering. On peut citer en exemple, par exemple, le repowering du parc du Lomont, hein, qui va faire passer le parc historique de 5 machines de 2 MW à une puissance totale de 35 MW avec cette machine. Donc c'est quand même assez intéressant, il faut vraiment garder ça en tête. Il y a des choses quand même qui sont en train de bouger, qui vont peut-être nous permettre d'avoir un petit peu à nouveau de l'accélération, hein, par rapport à ce secteur qui est quand même relativement à l'arrêt, enfin, un peu à l'arrêt par rapport aux ambitions.
Une autre filière sur laquelle il y a des énormes ambitions en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est le solaire photovoltaïque. Donc le solaire photovoltaïque, il faut bien garder en tête, on était à peine, même pas 300 mégawatts en 2019. On a passé la barre des 800 mégawatts en 2023. On a passé la barre du gigawatt déployé avec 1200 mégawatts en 2024. Une croissance très rapide, hein, qui est aussi, qui était un petit peu ralentie par moment avec l'effet du prix des matériels lors de la crise ukrainienne. Il y a cette progression qui risque d'être fortement, on va dire, freiné par la révision du tarif S21. C'est un petit peu triste, mais bon, on va dire que là, il risque d'y avoir un petit peu de casse au niveau de la dynamique. On avait repris quelque chose qui était un petit peu, hein, si on regardait la pente, qui était dans l'alignement de l'ambition du SRADET. Et là, je pose la question de savoir si ce rythme va pouvoir être tenu. À noter aussi qu'on a des travaux qui sont engagés sur la question de l'autoconsommation, parce qu'on a un petit peu un problème entre, justement, pour cerner la production, parce que de plus en plus, l'autoconsommation se déploie, y compris sur des installations de puissance quand même intermédiaire, c'est-à-dire on parle de 100, 200, 250 kilowatts de puissance, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous efface des soutirages, qui nous ne met pas, qui nous permet pas de compter des productions et qui va poser des problèmes, on va dire, de surestimation peut-être des mesures d'efficacité ou de sobriété et qui va nous afficher, d'un autre côté, nous donner un biais sur la production qui est comptée. Donc, comme je vous disais, 1210 mégawatts en 2024, hein, ce qui nous rabaisse un petit peu ces facteurs multiplicatifs. Hein, on est à un facteur 3 de l'ambition 2030, hein, mais c'est quand même encore loin. Et ce qui est intéressant, pour ce graphique en plus, c'est d'analyser, mais en fait, finalement, qui contribue, hein, à cette croissance. Hein. Et c'est vrai que sur 2022-2024, 40% de la croissance de la puissance connectée en région, c'est les centrales au sol, qui sont très hétérogènement réparties dans la région, hein, je le rappelle. 40%, c'est les installations des professionnels dans le 36-500 kg. Hein, donc, au-delà de 500 kg, on en a quand même relativement peu. On a beaucoup justement d'installations moyennes, hein, qui ne rentrent pas dans des appels d'offres creux. Et la contribution des installations de moins de 36, qui sont principalement les installations des particuliers, c'est 20%. Donc là aussi, pareil, il y a encore un levier pour aller progresser sur la puissance qui est potentiellement installés sur l'ensemble des toitures. L'idée étant toujours, hein, pareil, hein, comme dans l'ambition régionale, de privilégier les installations qui sont sur des espaces déjà artificialisés, dégradés, sur des constructions, et de ne pas justement donner trop facilement dans la facilité que peuvent être les centrales au sol, surtout si cela vient, disons, en conflit d'usage des terres avec notamment des terres agricoles, quoi. Un troisième secteur qui affiche, par contre, là, une très bonne dynamique par rapport aux ambitions du SRADET, c'est la méthanisation. Alors, je rappelle juste que l'indicateur du SRADET, c'est la production de biogaz primaire. Hein. Donc là, vous avez une carte de répartition. Hein. Vous avez la production électrique et thermique des installations en cogénération, les injections qui sont en vert. Là, on recalcule finalement le biogaz en sortie de méthaniseur, c'est-à-dire le biogaz en entrée de cogénération, pour regarder ce qui est produit en primaire, pour comparer l'ensemble, hein, de manière à avoir une somme qui soit cohérente, parce que sinon on somme des choux et des carottes. Donc on est à 0,56 TWh de biogaz primaire estimé en 2023, ce qui nous met en avance par rapport aux objectifs. Et en 2024, on est même à 0,67 TWh, sachant que certaines installations démarrent, mais sont notamment celles de Cérilly, mais ne sont pas, sont très loin d'être, on va dire, au régime de croisière. Si on regarde tout ce qui est connecté en 2024 en termes d'injection et le productif qui est attendu, on est déjà, on va dire, au-delà de l'objectif 2027 du SRADET. Et ça, justement, c'est aussi un point sur lequel je pense qu'il faut qu'on insiste. Depuis 3 ans, hein, on est, là, ça sera le même graphe sur 2024, hein, il n'est pas encore finalisé, hein, ce sont des données partielles, hein, sur 2024 qui sont disponibles. Les cogénérations ne sont plus le facteur, hein, on va dire, de croissance, hein, de la filière. Hein. C'est vraiment
uniquement les injections qui drivent cette croissance, et ce n'est pas quelque chose qui va changer dans l'état actuel avec la manière dont l'État voit les choses, notamment dans ses planifications. Donc ça a posé quand même des questions sur le devenir de ces installations qui s'intégraient dans un tissu territorial et qui avaient du sens, hein. Donc c'est des choses aussi pareilles, hein, sur lesquelles il y a une réflexion, hein, qui est en cours dans le cadre de la PPE3. Voilà. Ensuite, pour passer sur la biomasse solide, hein, qui inclut le bois énergie, sur lequel il y aura quand même beaucoup juste de sujets dans la suite du webinaire. Il y a quelques révisions qui sont à prendre en compte. Alors, une légère progression, hein, plus 9% de combustible mobilisé par rapport à 2022 en 2023 avec 2,75 TWh. Nous avons révisé la manière de calculer le bois des ménages suite à l'exploitation de l'enquête logement 2020 qui a été faite conjointement par le CEREN, le SDES et l'ADEME. Donc, qui nous a permis de revoir un petit peu l'historique proche, hein, notamment de tout ce qui s'est passé depuis 2016, voilà, et de proposer une nouvelle vision et une nouvelle, on va dire, consolidation, hein. Donc, ces données sont en temps climat réel, hein, pour la partie bois des ménages, donc ce qui veut dire qu'il y a bien sûr des variations en fonction des paramètres météorologiques de l'année, qui nous rapprochent quand même sur certaines années, hein, fortement vers l'objectif du SRADET. Et on a un travail qui est en cours, notamment une fois de plus dans le cadre de ces travaux de réflexion autour de la PPE3, hein, pour essayer de consolider un petit peu les flux, hein, avec les acteurs de la filière et regarder, en fait, c'est vrai que tout ce qui est exploité en région, quand on regarde tout ce qui sort, en fait, qui va être aussi transformé ailleurs, nous amène à penser qu'on est quand même plutôt très proche de l'ambition, de la trajectoire telle qu'elle est actuellement, mais que par contre, hein, comme il était à l'occasion d'en reparler, l'ambition qui a été fixée, que ce soit à 2030 par l'ancien SRB ou à 2050 par le SRADET, n'est probablement plus d'actualité dans l'état sanitaire de la forêt. Et toutes les réflexions qui sont menées actuellement dans la région, que ce soit l'étude de la DRAF Fillbois sur l'adaptation au changement climatique de la forêt et de la filière, les exploitations que Fillbois mène sur les scénarios CBA et IGN, etc., donc qui vont amener justement matière, la connaissance sur cette partie-là, vont nous permettre peut-être voilà, donc, de finir de bien cerner l'ensemble des flux et de consolider ce bilan, mais aussi de préparer une révision vers une exploitation réellement durable, à s'assurer qu'on ne sort pas des clous. Deuxième jeu de graphique, juste pour vous présenter, hein, réinsister une fois de plus, cette croissance de la filière sur les chaufferies automatiques, elle est purement basée depuis des années, hein, sur les réseaux de chaleur urbains, l'industrie. C'est vraiment il y a eu une croissance du tertiaire, certes, hein, qui est significative, mais vraiment le gros de la masse repose réellement sur ces installations de lourdes, on va dire, qui produisent beaucoup de chaleur et qui permettent justement aussi, qui ont aussi un intérêt, c'est qu'elles sont aussi bien cernées, très efficaces et aussi très bien contrôlées au niveau des émissions de polluants atmosphériques. Et donc, c'est aussi un avantage, hein, d'avoir des installations très professionnelles là-dessus. Un dernier petit focus sur le bois pour parler du bois des ménages, hein. Comme je vous disais, ça a été révisé dans le cadre de ces études plus récentes, hein. Donc, on estime qu'on est à 6,1 TWh pour le bois des ménages, donc que ce soit bois et dérivés, donc on parle bois, plaquettes, bois densifié, etc. Donc, ce qui est plus haut que ce qui était l'estimation précédente. On produit uniquement une version territoriale calculée tous les 2 ans avec l'inventaire de consommation. Et maintenant, on essaie de faire justement de manière plus régulière une estimation simplifiée, non territorialisée, pour avoir justement une continuité dans le graphique de suivi pour les années impaires, hein. Donc, ce qui nous permet justement de combler un petit peu le trou dans ce suivi. Je passerai très rapidement sur tout ce qui est valorisation des déchets. Vous avez toutes les informations sur la plateforme Opter, donc là-dessus. Il n'y a pas vraiment de choses très notables à dire, hein. On a des variations qui sont dues à des questions d'arrêt, d'exploitation, de maintenance,
Il y a une usine qui est en reconstruction, c'est sûr, forcément, la valorisation, elle chute. Voilà. Mais si on passe ça, on n'a pas de tendance nette. On est sur des choses qui sont stables. La valorisation, elle est faite. Une fois de plus, avec la décroissance des gisements, c'est pas quelque chose qui s'affiche comme ayant une croissance, hein, donc, et qui va contribuer plus à la production. Et juste une dernière petite slide donc, de bilan sur le bilan global. Donc, c'est 14 TWh produits localement en 2023, hein, répartis donc toujours avec cette grande partie de biomasse solide, l'éolien, l'hydraulique, le solaire qui est en forte progression, la méthanisation, et le solaire qui sera encore plus en forte progression sur 2024, j'espère. La méthanisation, valorisation des déchets et tout en bas, les packs géothermiques et le solaire thermique. Vous avez les données pour le solaire thermique sur la plateforme Octave. Je ne les présente pas parce qu'il n'y a pas de variation. On est vraiment à l'arrêt pour le moment sur la filière. Et je vais juste faire un petit point par contre sur les packs géothermiques qui sont tout à la fin pour dire qu'on va les réviser et qu'on va les réviser probablement à la baisse de toutes les études qu'on a pu mener actuellement et qu'on va normalement pouvoir intégrer au point de vue territorial une évaluation des packs aérothermiques. C'est encore pas finalisé, mais on est, voilà, on est en train de regarder comment on peut intégrer ça dans le plan de charge de manière pérenne de l'observatoire à partir de l'année prochaine peut-être. Et que par contre, ces packs aérothermiques vont être un contributeur important, hein, du fait de l'importance du parc, qui rajouterait quasiment 10% à ce bilan, hein. Donc là, on est en train de parler de quelque chose qui n'était pas suivi par manque de parcs et qui demandait des modélisations spécifiques et qu'on va pouvoir enfin cerner de manière correcte. Et c'est quelque chose qui est obligatoire justement de par la PPE3, de par la planif écologique qui donne une part assez importante à cette filière de production. Voilà ce que je voulais vous présenter comme élément. On a un petit peu de temps pour les questions. Il n'y en a pas qui sont passés dans le chat, donc je ne sais pas si vous en avez à l'oral. Si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vous transmets dans le chat 3 liens. Les 2 premiers concernent la synthèse des ENR qu'on a rédigée, qui est toute fraîche, qui sera sur le site dans la journée. On vient de la finaliser. Une infographie qui est adossée donc avec les principaux chiffres des ENR de cette année. Et puis, je vous remets le lien vers la plateforme Octare pour les données plus à l'échelle territoriale. Vous retrouverez également. Voilà, est-ce qu'on a des questions? Ok. Bah, je vous propose du coup de poursuivre. Stéphane reste là, donc s'il y a des questions qui vous viennent, on aura un autre temps d'échange un peu plus loin. Voilà, vous pourrez toujours. Et si je peux me permettre de compléter, de toute façon, vous savez où nous trouver sur l'équipe Octare en cas de questions et pas de problème. Bien sûr. Alors du coup, on va passer au deuxième temps de ce webinaire où on va vous proposer du coup 2 retours d'expérience autour du bois énergie. Le premier donc concerne la dynamique dans la Nièvre et notamment à Coulanges-les-Nevers. Voilà, donc je vais passer la parole à Mathieu Gabet et à Toufik Arab pour nous présenter cette démarche de rénovation des bâtiments communaux et puis qui a précédé la mise en place de chaufferie. Bon, bonjour à tous. Donc, Mathieu Gabé, je suis le premier adjoint de Julien Joanneau, que je vous prie d'excuser. Monsieur le maire est en effet beaucoup pris par l'événement télévisuel dont vous avez peut-être eu quelques échos. Nous participons à la finale Interville, donc il y a beaucoup de logistique autour. Voilà, il s'excuse, il aurait adoré être là ce matin. Toufik Arab, pour sa part, est pris par un empêchement personnel, donc je présenterai seul. Voilà, on peut peut-être... alors, si dès que... Hop. Voilà, donc présentation rapide de la commune. Donc, Coulanges-les-Nevers, voilà, donc plan général PLU sur la partie gauche de l'écran.
11 km², enfin 10,66, donc avec une densité urbaine plus importante à l'est. L'est est orienté vers Nevers, c'est une commune périurbaine de Nevers, dont une très large partie du territoire, vous le voyez, est en terrain agricole et naturel. L'extrême est de la commune, nouveau d'être commune forestière, et ça annonce déjà la suite du propos. Nous avons fait une partie de la forêt des Amognes sur notre territoire. Donc nous sommes sur une commune d'Inde, vous avez les données 2017, 3629 habitants, on est à un peu plus, 3708. Donc on a eu des gains d'habitants sur une agglomération de 65 000. Voilà, donc c'est essentiellement habitat pavillonnaire, très peu de collectifs très délimités, un peu de collectifs social, locatifs social. Voilà, donc on peut peut-être passer à la stade suivante. Alors, trois grandes zones importantes, trois polarités. Tout d'abord, en partie basse, l'avenue du 8 mai 45, donc qui est l'axe historique de la commune, qui date de l'époque carolingienne. Donc c'est un axe un petit peu commerçant, beaucoup habitat aussi. Pôle historique, au centre, vous avez le pôle commercial, avec bizarrement un hypermarché au centre de la commune. Il aurait dû être en bordure d'autoroute, puisque nous longeons la 77. Et puis, et là, je vais rejoindre le cœur de mon propos, un espace culturel sportif qui s'appelle Les Sols, donc sur lequel nous avons plusieurs grands bâtiments. Nous avons un groupe scolaire complet et nous avons un gymnase et une salle culturelle. Donc un très gros ensemble à cet endroit-là. Voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, tout d'abord, dire que cette équipe s'est formée en 2020 déjà dans son projet de mandat sur une conviction écologique et transition énergétique forte. Le constat bienvenue Toufik, le constat de début de mandat, c'est un parc de bâtiments communaux vieillissants est devenu des passoires thermiques, tout au moins, peut-être pas passoires thermiques, mais avec un très mauvais score énergétique. Ce sont des bâtiments communaux des années 70, en gros, qui ont été peu entretenus, donc ils sont vraiment dans leur jus, comme dirait le maire. Voilà, on a de la présence d'amiante dans les bâtiments. On a un chauffage gaz, donc une énergie fossile impactée par la crise de l'énergie. Ce qu'on n'a pas prévu en début de mandat, c'est cette crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, qui accélère l'urgence de réformer, de faire quelque chose pour lutter contre, pour changer, je dirais, de mode de chauffage. Également un parc d'éclairage public équipé de luminaires dont la plupart sont énergivores. Je vous présenterai un tableau qui vous montre l'état du parc en début de mandat. Donc ce sont autant de points lumineux très énergivores. Un contexte géopolitique incertain, je vous l'ai dit déjà, au niveau de l'approvisionnement, au niveau du gaz. Alors à la fois ce défi lié à la crise de l'énergie en cours de mandat et une opportunité qu'on n'avait pas prévue au début de mandat, le plan de relance de l'État post-Covid et les aides et FILOGI. Donc à la fois une crise et des opportunités. Donc évidemment, nous avons fait largement plus que ce qui était prévu au début au gré de ce plan de relance. Les actions mises en œuvre, un peu plus mineures, la rénovation partielle de la mairie, pas mal de travaux de réparation sur ce bâtiment, mais bien sûr, ce n'est pas l'essentiel du propos. Gros morceau que nous avions envisagé dans tous les cas de figure, c'était le lancement d'une rénovation du complexe des sols, gymnase et salle culturelle, donc un ensemble majeur d'équipements publics. Lancement de la rénovation du groupe scolaire André Malraux en 3 tranches. Ça, par contre, c'est lié au plan de relance. Initialement, ça n'était pas prévu. Le plan de relance nous a incité à entamer en 3 tranches la rénovation. La tranche 1, l'école maternelle, qui est livrée, donc qui a été inaugurée récemment,
Alors, Toufik Arabe m'accompagne sur ce webinaire et je lui laisserai largement la parole sur les rénovations proprement dites. Qui a été vraiment la cheville ouvrière de ces plans de rénovation. Voilà la tranche 2 qui est en cours, l'école élémentaire Rez-de-Jardin, et la tranche 3, le bâtiment principal et étage qui viendra en 2026-2027. Voilà, et bien sûr l'installation, parce que rénover des bâtiments, c'est bien, mieux les chauffer de façon plus vertueuse, c'est encore mieux. Donc installation de 2 chaufferies bois livrées en activité au moment où je vous parle, enfin peut-être pas trop puisqu'on est en été, mais au moins opérationnel. Voilà, et puis ça s'est accompagné également d'un remplacement intégral de l'éclairage public par des candélabres à LED. Donc, vous voyez, c'est une stratégie d'ensemble. Voilà. Nous nous sommes inscrits aussi clairement dans la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, à signaler sur la commune un projet, enfin plus qu'un projet d'agrivoltaïsme, puisque le permis d'aménager a été délivré de 40 hectares. Agrivoltaïsme avec élevage de vaches Angus sous les panneaux. Panneaux à 4 mètres de haut qui suivent le soleil, qui ont une orientation mécanisée, avec de la vache Angus en élevage dessous. Les actions futures, alors clairement, on compte continuer avec le groupe scolaire des Saules, maternelle et élémentaire. Et le long de l'avenue du 8 mai 45, nous avons également une salle communale, la salle Jean Massé, qui elle aussi, bien sûr, est fléchée en rénovation ultérieure. Donc on ne pouvait pas tout faire le même mandat, ça sera pour la suite. Voilà, peut-être slide suivante. Voilà donc le plan général d'attaque, je dirais, des rénovations, celles qui sont réalisées, cerclées en orange. Donc le complexe des Saules, on appelle ça complexe parce qu'effectivement il y a à la fois le gymnase, la salle culturelle et une petite salle René Salmon qui est située juste à côté. Et les écoles André Malraux avec leurs 3 tranches qui sont d'ores et déjà en rénovation. Donc complexe des Saules rénové, livré. École André Malraux maternelle livrée. Élémentaire Rez-de-Jardin en cours. Élémentaire, bâtiment à étage à venir 2026-2027. L'école des Saules fléchée si les électeurs nous prêtent vie en 2026. Et la salle Jean Massé qui donnera lieu également ultérieurement à une rénovation. Voilà, les 2 chaufferies bois, pardon, slide, j'avais pas terminé. Voilà, les 2 chaufferies bois, donc une qui dessert au niveau du complexe des Saules, à la fois le complexe proprement dit et le groupe scolaire des Saules. Donc l'idée, c'est de chauffer du fait de la proximité géographique l'ensemble de cette aire d'établissement public de la commune. Et l'école André Malraux, deuxième chaufferie, qui a vocation à chauffer l'intégralité, c'est-à-dire maternelle, élémentaire et le gymnase également. Donc là, c'est de l'actualité proche. Le gymnase vient d'être, Toufik, oui, raccordé. Tout à fait. Si Voilà. je peux prendre le relais si tu souhaites, Mathieu, sur les Très aspects volontiers. techniques. Très volontiers. Bonjour à tous S'il y a 2 voix. bonjour à toutes et à tous. Effectivement, et dans le prolongement de ce que Mathieu vient d'expliquer, donc la municipalité inscrit la notion de la transition écologique dans une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire on ne se contente pas de reprendre l'enveloppe des bâtiments communaux. L'idée va au-delà de cet aspect-là, c'est-à-dire on va même relier les bâtiments à des réseaux de chaleur, à des chaufferies biomasse, à étendre aussi cette notion de transition écologique à tout ce qui est aménagement urbain durable aussi. Donc on inscrit un projet architectural dans une logique de projet urbain qui va au-delà de ses limites de son périmètre.
Pour revenir sur les sujets en question, donc effectivement, il y a eu un projet de création de chaufferie biomasse, hein, qui a été géré par le CIEN. Euh, et l'idée, c'était de raccorder un maximum de bâtiments publics à ces chaufferies bois pour justement se débarrasser des énergies fossiles et notamment tout ce qui est chauffage via le gaz. L'idée des projets, donc je commence par le complexe des sols parce que c'est une opération qui est livrée, qui a été livrée fin 2023. Donc il s'agissait d'une réhabilitation d'un gymnase qui est attenant à une salle de spectacle et polyvalente à la fois. L'idée, c'était de reprendre toute l'enveloppe du bâtiment, à savoir que c'était un des bâtiments les plus énergivores du parc communal. L'idée, c'était justement de reprendre toute l'enveloppe. Et quand je dis l'enveloppe, c'est-à-dire les élévations avec les menuiseries, l'isolation extérieure et la couverture. Donc l'ensemble a été isolé en faisant recours à des matériaux biosourcés, parce que comme vous l'imaginez certainement, la municipalité a sollicité un maximum possible de subventions et de financements publics, notamment en matière donc de thermique, et, des dispositifs comme Ifilogie par exemple. Il y avait le PER, le plan d'accélération à l'investissement régional également, où on avait un certain nombre d'exigences et pour être tout court, c'est un cahier des charges qu'il fallait respecter avec un certain nombre de critères d'éco-conditions. Dans ces critères d'éco-conditions, c'était le recours à un matériau biosourcé en isolation extérieure. Et le choix qui a été fait à l'époque, c'était, d'après un certain nombre de calculs thermiques, etc., c'était donc la laine de bois qu'on avait mis en œuvre donc, sur toutes les façades du bâtiment. N'ayant pas d'avis technique quant à la mise en œuvre en toiture, donc on était obligé en toiture de changer de dispositif et de mettre en place un autre type d'isolant en couverture. La couverture, donc, elle a été remplacée en totalité par un bac acier. Les menuiseries, donc on était plutôt sur des menuiseries bois alu, et on a remplacé donc l'ensemble des radiateurs intérieurs qui étaient donc des radiants gaz par des panneaux rayonnants dans les locaux qui ont plus ou moins des gros volumes et des radiateurs eau chaude dans les espaces, ce qu'on appelle les espaces communs, c'est-à-dire les vestiaires, les sanitaires, les locaux administratifs, etc., et les loges, etc. Voilà, globalement, par rapport à cette opération, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait donc baissé les consommations énergétiques de 30% environ. À savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de recul pour faire un bilan bien précis, bien déterminé. Les périodes de chauffe, on était en décalage l'an dernier avec des systèmes d'appoint qui étaient toujours sur place, hein. C'est-à-dire la chaufferie, elle tournait, mais on avait aussi le chauffage gaz qui tournait parallèlement pour des questions purement techniques de paramétrage et de mise en route. Voilà, et comptablement, on a aussi des décalages de mandats, de paiement. Donc, ça rend la comparaison très difficile. Il faudra attendre d'avoir des exercices pleins, complets, des périodes entières pour aboutir à une conclusion purement comptable. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de comparer des éléments disparates. Et comme le dit Toufik, nous avons eu aussi concurrence gaz-bois. Donc on n'a pas eu un fonctionnement 100% bois. Donc ça fausserait complètement les éléments de comparaison pour l'instant. Tout à fait, tout à fait.
Si on peut juste passer peut-être au slide suivante, à la slide suivante, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Là où on a les visuels un peu des intérieurs, voilà, qu'on puisse vous illustrer clairement le avant, le après des projets avec toute la phase du chantier. Ensuite, s'il vous plaît. Voilà. Sur cette slide, on a donc l'étiquette avec le bilan énergétique. Bon, on ne rentre pas dans le détail, mais c'était un peu volontaire de notre part pour justement pas donner un côté très, très technique à la présentation. Euh, Ce que je souhaite faire passer comme message à travers ce webinaire, c'est que, pareil, la définition il y a la définition des besoins qui, au fait, qui vient tout en amont d'une opération de construction. Après, il y a toute la partie conception avec les travaux, etc. Donc, c'est tout un cycle, au fait, qu'il faut qu'il soit perçu dans sa globalité. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on monte un projet architectural de cette nature-là, euh, on peut pas le figer dès le départ. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure et au fur et à mesure en fonction aussi des différents partenaires financiers, on adapte le projet pour justement pouvoir à la fois trouver un terrain d'entente entre l'ingénierie purement technique et l'ingénierie financière, ce qu'on appelle l'ingénierie financière d'un projet. J'essaye de faire passer ce message parce que aujourd'hui l'enjeu financier est tellement important qu'on ne peut pas le négliger comme ça facilement. Dans les différents projets qui sont aujourd'hui menés par la municipalité, je peux vous garantir qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de changements qui sont faits entre le démarrage du chantier et puis la notification de la subvention, par exemple. Parce que justement, si je prends l'exemple d'un de nos partenaires sur ce dossier, qui est la région avec le dispositif Ephilogie, sur le gymnase, par exemple, quand la demande a été faite en 2022, le gymnase et la salle culturelle sur le complexe des sols, comme on l'appelle, en 2022, les exigences qu'on avait en 2022 lors du dépôt ne sont plus les mêmes aujourd'hui quand on est en train de demander le solde. Par exemple, il y avait à l'époque, en aucun cas, on demandait aux collectivités de justifier la performance énergétique de son bâtiment par un test d'étanchéité sur les réseaux CVC. C'est-à-dire, on se contentait un test d'infiltrométrie ou d'étanchéité du bâtiment, c'est-à-dire on va traiter les volumes et voir comment ces volumes réagissent par rapport au volume d'air qu'on ramène à l'intérieur. Encore une fois, je caricature, je ne rentre pas dans le détail. Là, aujourd'hui, au moment où on est en train de demander le solde, nos collaborateurs donc, de la région nous demandent de justifier l'étanchéité à l'air des réseaux CVC. Ça, on peut le faire quand on n'a pas la double flux, mais quand dès lors on a des gros volumes avec un réseau de ventilation double flux, ça complique un peu les choses. Donc, c'est des aspects sur lesquels on est en train de travailler. Et le même souci, par exemple, on l'a eu au début de la procédure, quand il fallait justifier l'impossibilité technique de mettre en œuvre la laine bois en toiture, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça on est en perpétuelle adaptation, modification pour faire rentrer le projet justement dans les critères attendus par les collaborateurs et les partenaires financiers. Voilà, succinctement, vous avez aussi le plan de financement de cette opération hein, qui stipule clairement un peu les efforts des partenaires financiers, ainsi et notamment celui de la région. Donc, celui de la région, là, voilà, on n'a pas 800 000 euros de la région sur un seul dispositif. Hein, donc, il y a plusieurs dispositifs. Mais là, globalement, sur tout ce qui est thermique, on est aux alentours de 400 000 euros, ce qui n'est pas négligeable pour un projet de cette taille-là.
Alors, dans les financeurs, vous voyez la Fédération française de football, puisque la rénovation du complexe des sols s'est accompagnée de la création de vestiaires nouveaux au niveau du plan d'architecture, ceci expliquant cela. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. La seconde opération qui a fait l'objet d'une, peut-être juste sur la précédente, qui résume parfaitement un peu le contexte global de l'opération, merci. La seconde opération qui a fait l'objet d'un effort en matière de transition énergétique, c'est le groupe scolaire André Malraux. Sur ce groupe scolaire, donc, il se compose d'une école maternelle et d'une école élémentaire avec son gymnase. C'est une opération qui a débuté donc en 2022 suite au plan de relance lancé par l'État. En fait, c'était le déclic pour la municipalité, pour être tout à fait honnête avec vous. Parallèlement à cela, la municipalité s'était dit à l'époque, il faut absolument qu'on réfléchisse aussi à un moyen pour changer le mode de chauffage de ce complexe. Un partenariat avec le CIEN, encore une fois, a été instauré pour la création d'une chaufferie biomasse. Il y avait une volonté de raccorder d'autres bâtiments avoisinant donc à cette fameuse chaufferie biomasse, mais après il y a eu un calcul de rentabilité qui avait indiqué à l'époque voilà, qui avait un peu remis en cause la faisabilité technique et la rentabilité de l'installation. Ce qui a poussé la collectivité à réduire le raccordement uniquement sur la partie établissement scolaire. Comme l'avait expliqué donc Monsieur Gabé préalablement, c'est une opération assez complexe parce que il y a l'amiante, on travaille en site occupé et il y a tout le volet donc énergétique à prendre en compte. La partie maternelle, donc, qui s'étale sur environ 700 mètres carrés, donc elle a été réceptionnée fin 2024. Donc l'établissement est aujourd'hui en exploitation. Sur cette partie, donc on avait remplacé toute l'installation de chauffage, bien évidemment. On a fait, si vous voulez, à l'intérieur table rase. On a rasé tous les intérieurs et puis on a gardé que la coque du bâtiment. Et puis c'était un passage plus ou moins obligé du fait de devoir désamianter le bâtiment de toute manière. Et l'idée, donc, c'était de traiter toute l'enveloppe du bâtiment. Je dis toute l'enveloppe avec la petite particularité exception, c'est qu'on a fait le choix de conserver les menuiseries extérieures parce que c'est des menuiseries plus ou moins récentes qui ont été installées en 2015. Et on avait essayé aussi d'inscrire le projet dans une logique de recyclage et puis de conservation de l'existant. Bien évidemment sans nuire à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire si les calculs thermiques ont démontré qu'au final, la conservation et le maintien des menuiseries extérieures allaient un peu fausser nos calculs thermiques, je pense que le choix serait fait autrement. Donc il y a aussi un véritable travail sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur, en passant par l'installation d'une centrale de traitement d'air avec une ventilation double flux pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc l'isolation extérieure, thermique extérieure en polystyrène. Et puis on a aussi été assez soucieux du confort d'été du bâtiment. C'est-à-dire on a sans trop changer la volumétrie du bâtiment, mais on a essayé donc d'installer des occultations, des protections solaires, des brises soleil pour justement se garantir un certain confort d'été. Voilà. Donc là concrètement avec la période caniculaire que nous avons eue il y a quelques jours en arrière, compte
on était sur une température de 36-37 en extérieur. On était entre 28, grand max, 29 degrés en intérieur. Ouais. Déjà, on gagne, ou on perd plutôt presque, allez, 7 à 8 degrés entre intérieur et extérieur avec une simple isolation thermique extérieure. Après, il y a tout un travail aussi voilà, de protection solaire, mais sans la climatisation, par exemple. Voilà. Ça, c'était assez parlant d'ailleurs pour les usagers. Ça montre encore une fois l'efficacité de ce type d'installation et de travaux notamment. La phase suivante, donc par rapport à cette... Il reste 2 minutes, Deux si c'est minutes. Je possible. vais être très rapide. Donc, les phases suivantes consisteront en la réhabilitation du rez-de-jardin et le rez-de-chaussée avec son étage. On aura les mêmes contraintes que nous avons pu avoir sur la partie maternelle. On aura les mêmes enjeux et les mêmes objectifs à atteindre. Voilà. Ok. Je te passe la parole. Pareil, sur ce bâtiment, on réduit les consommations énergétiques. Pour l'instant, encore une fois, je parle des calculs, hein. On visait un taux d'efficience et d'efficacité de 30% environ. Donc maintenant, voilà, on va attendre, on va laisser passer l'année pour voir un peu comment ça va s'interpréter en matière de consommation. Voilà, donc là, vous avez sur cette slide, effectivement, la structure de financement, l'ingénierie financière dont Toufik gère une large partie aussi. Vous voyez la progression en étiquette énergétique. Voilà, donc une immense satisfaction des utilisateurs, enfants, enseignants et utilisateurs dérivés, parents d'élèves. Donc le bâtiment est pratiquement, comme l'a dit Toufik, parti d'un état init complètement désossé à une refonte globale. Donc on a vraiment mis à nu tout pour repartir sur des bases neuves avec effectivement un focus sur l'isolation et le raccordement concomitant à la chaufferie qu'on voyait sur une des slides précédentes en vue aérienne, qui permet d'optimiser un bâtiment très vertueux sur le plan énergétique avec une source de chauffage biomasse. Voilà, donc il reste quelques slides rapides. Voilà, juste un rapide mot sur la stratégie énergétique globale. Donc, vous voyez l'état de début de mandat des éclairages publics, 916 luminaires, dont plus de 500 sont particulièrement catastrophiques en consommation. Voilà, on a complètement remplacé quasiment 500 luminaires, voilà, pour une économie attendue particulièrement importante. Vous voyez les tableaux en partie basse, une réduction des 443 lanternes sans vasque, leur remplacement 86 792 kW, ce qui est quand même pas mal. Un rejet diminué de 10 328 kg de CO2 par an en moins dans l'atmosphère, oui, donc une diminution de 10 328 kg de CO2. Voilà, vous comprenez que tout ça, c'est une stratégie d'ensemble et une stratégie non seulement pluriannuelle, mais on l'espère plurimandat. Bien sûr, on va continuer. Voilà l'idée de rendre le parc d'équipements publics de plus en plus vertueux, de plus en plus économe. Vous savez, on s'est inscrit dans un projet qui s'appelle Coulanges 2030. C'était initialement pour la revitalisation du centre-bourg. Mais on peut fixer cette date un petit peu symbolique comme une sorte d'aboutissement du côté vertueux de notre parc de bâtiments publics. Donc on espère à cette échéance avoir vraiment des bâtiments exemplaires et des sources notamment de chauffage également exemplaires. Voilà. Eh ben, merci beaucoup.
J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. On l'a vu, on la garde pour le temps d'échange qui sera commun en fait aux deux retours d'expérience. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat ou à les garder en tête. Voilà, on gardera un petit temps après les présentations pour voir tout ça. Du coup, je vais passer la parole tout de suite au CIDEC du Jura, donc à Virginie Lepavin et à Michel Adière, qui vont nous présenter un petit peu la démarche qui a été menée avec la SPL. Oui, donc bonjour à tous. Nous allons faire cette intervention donc à deux voix. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu le SIDEC du Jura, le syndicat d'énergie du département du Jura. Donc bien sûr, c'est un syndicat donc en fait qui existe depuis 1949 avec ses missions historiques, donc la distribution donc d'électricité puis de gaz naturel. Et c'est un syndicat qui a pas mal évolué au cours des années, en particulier en développant des compétences en matière d'ingénierie publique pour l'aménagement des espaces publics, bâtiments, voiries, assainissement, etc. Qui a aussi développé dès la fin des années 80 donc des services, comment dire, des services d'informatique et de numérique donc pour le compte des collectivités jurassiennes. Qui ensuite, à la fin des années 2010, développé une activité dans le domaine donc, de tout ce qui est efficacité énergétique, sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables. Alors notamment en particulier avec le développement du conseil en énergie partagée auprès des communes. C'est donc l'assistance des communes pour l'analyse de leur consommation. Qui a aussi développé donc qui est un des membres fondateurs donc de la SEM ENR citoyenne auprès auprès donc, du syndicat d'énergie du Doubs et principalement de la région. Maintenant, il y a beaucoup d'autres actionnaires dans cette SEM et qui, à la fin des années, en 2017, a décidé aussi d'investir un peu le champ de la chaleur renouvelable. Voilà, et c'est là où on en vient donc au sujet de la journée. Ce qu'il faut dire aussi concernant tout ce qui est domaine de l'énergie, donc le syndicat d'énergie du Jura a développé donc de l'ingénierie au service des collectivités, donc peut, pour le compte des collectivités, réaliser des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre aussi pour des opérations, par exemple des opérations d'aménagement, de rénovation de bâtiments publics, mais aussi pour les projets les plus simples, donc de mise en place d'installations de chaufferie bois, par exemple. Voilà. Mais le syndicat peut aussi intervenir en mandat de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire se substituer à la place des communes et des collectivités pour réaliser un certain nombre d'opérations. Donc aujourd'hui, le SIDEC dispose de 95 agents qui sont basés dans différentes directions, dont la direction de production énergie et patrimoine, et qui a œuvré en 2023 et 2024 à la mise en place d'un nouvel outil au service des collectivités, c'est-à-dire une SPL, la SPL Jura Chaleur Renouvelable, donc qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Alors, quelques éléments de contexte sur le département du Jura. Alors, tout d'abord, c'est un département extrêmement rural, seulement 260 000 habitants, 52 habitants au kilomètre carré, qui est quand même très boisé, puisque la moitié de la surface du département comporte des forêts. Alors, des forêts de feuillus en plaine, mais aussi des forêts de résineux qui souffrent actuellement, donc avec en particulier la crise des scolytes, plutôt sur la partie est du département, qui est en altitude. Alors, c'est un département très rural, avec quasiment 500 communes, mais il y a seulement 5 communes de plus de 5000 habitants dans le département. Voilà. Donc, ça situe un peu l'enjeu en termes de concentration, de densité énergétique et de bâtiments à chauffer et de réseaux de chaleur. Il y a seulement aussi 13 communes entre 2000 et 5000 habitants. Alors, l'histoire des réseaux de chaleur dans le Jura, donc ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, il y a deux réseaux de chaleur
qui existe sur la commune de Lons-le-Saunier, préfecture, et la commune de Dole. Ces deux réseaux de chaleur sont donc en délégation de service public et voilà, ont été créés dans les années, à la fin des années 60-70, au moment où on a créé les grands ensembles. Sur le reste du département, on recense à peu près 70 réseaux de chaleur. Alors, quand on dit des réseaux de chaleur, ils sont plutôt au sens technique, c'est-à-dire que c'est des petits réseaux de chaleur qui vont de réseaux où on trouve quelques bâtiments communaux. Alors, classiquement, hein, c'est l'école, la mairie, la salle des fêtes, qui sont voilà, très concentrés sur un parcellaire qui est situé au centre du village. Donc, à peu près 70 réseaux de chaleur au sens technique. Mais seulement 6 réseaux de chaleur sur les 70, en dehors des deux réseaux de chaleur de Dole et de Lons-le-Saunier, qui disposent de plus de 1 km de réseau. Voilà. Clairement, la ressource qu'on va utiliser sur ces réseaux de chaleur, ce sont… on fait une petite adaptation par rapport au son. Clairement, les réseaux de chaleur qu'on retrouve sur le département, ce sont des réseaux de chaleur qui fonctionnent au bois énergie. La seule unité de valorisation de chaleur issue d'une VE, donc c'est à Lons-le-Saunier avec le centre d'incinération qui valorise sa chaleur sur le réseau de chaleur de Lons. Mais clairement, nous, la stratégie, elle est quand même donc plutôt orientée sur l'utilisation du bois énergie, plaquettes forestières ou sous-produits des industries du bois qui sont assez présentes sur le département. Alors, il y a des réseaux de chaleur quand même qui fonctionnent en service public, qui ont été construits dans les années 90 à 2000. On en recense à peu près 4, 5 ou 6, qui sont des petits réseaux de chaleur de quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, enfin 1 ou 2 kilomètres pour les plus importants. Ces réseaux de chaleur, bon, ils fonctionnent. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est dans des stratégies quasiment où on réfléchit à l'avenir de ces réseaux de chaleur, et en particulier, voilà, ils ont une vingtaine d'années pour certains, par rapport à renouvellement d'équipements et par rapport à des développements. Alors, au début des années 2020, donc, il y a eu une volonté de relancer un peu cette dynamique de création de réseaux de chaleur, alors notamment avec l'implication du syndicat d'énergie. Et cette volonté, donc, elle s'est traduite par un travail partenarial qui a été fait alors, en partie donc avec certaines collectivités, mais aussi avec l'appui donc de la GENA, l'association qui œuvre sur le département du Jura, missionnée par la région et par l'ADEME, pour développer les énergies renouvelables thermiques. La cible, clairement, c'est en gros les chefs-lieux de canton qui disposent d'un certain nombre d'équipements publics qui sont concentrés quelquefois. Voilà, alors on va parler des bâtiments communaux, on va parler de collèges, d'établissements de santé de type EHPAD, mais aussi voilà, de petits collectifs de logements sociaux en particulier. Voilà. Donc, le CIDEC, au milieu de tout ça, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu impliqué donc, dans le développement de la chaleur renouvelable, en particulier en renforçant ses compétences en matière d'accompagnement des collectivités, alors toujours en accompagnement de type AMO ou en maîtrise d'œuvre ou en mandat de maîtrise d'ouvrage. En 2020, le CIDEC a mis en place donc, un contrat de développement des ENR thermiques hein, en partenariat avec l'ADEME. Donc l'idée étant, au regard un peu du contexte, de pouvoir mobiliser du fonds chaleur sur des projets de chaufferie bois et de réseau de chaleur de petite taille, puisque le seuil du fonds chaleur, c'est 1200 MWh, et nous, les projets où on a 1200 MWh de chaleur renouvelable, finalement, on a un potentiel qui est relativement limité. Les objectifs donc de ce contrat de développement des énergies renouvelables, c'est d'arriver à terme en 2027 à produire 20 000 MWh de chaleur renouvelable, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2 millions et demi de litres de fuel donc à substituer. Alors j'en profite pour dire que sur le département, le réseau de gaz naturel est relativement peu développé, hein, mais on a quand même beaucoup encore de chefs-lieux de canton qui ne sont pas accordés au réseau de gaz, et l'énergie reine sur ces chefs-lieux de canton, notamment dans le Haut-Jura, ça reste le fuel domestique. Voilà.
Et dans les objectifs de ce contrat de chaleur renouvelable, en fait, l'idée, c'est d'essayer de contribuer à développer 4 ou 5 réseaux de chaleur un peu structurants. Alors, j'ai mis de 1000 à 3000 MWh de chaleur à distribuer en service public. Voilà. Alors, c'est pour principalement donc des réseaux de chaleur qui ne sont pas, j'allais dire, qui n'intéressent pas enfin, qui ne peuvent pas recourir à des systèmes de type de délégation de service public, ou pour une commune, il y a une certaine complexité administrative, technique, voire même financière, à piloter le montage de ces projets, à l'exploiter et surtout aussi à le financer. Voilà, donc c'est pour cette raison que le SIDEC a décidé donc de mettre en place un nouvel outil, donc la SPL Jura Chaleur Renouvelable. Alors pour autant, ces projets qui sont de petite taille, voilà, ils ont quand même un certain intérêt d'un point de vue énergétique, bien sûr d'un point de vue environnemental. Et puis aussi, je rappelle tout simplement qu'on a quand même beaucoup de forêts, beaucoup de communes qui sont propriétaires de forêts communales et qui, elles, font le lien direct entre sa ressource propre et puis la possibilité d'utiliser cette ressource à des fins énergétiques. Voilà, donc ce nouvel outil de portage de la SPL vient donc compléter la panoplie d'intervention du SIDEC, proposée donc aux collectivités. Merci. Donc la première question qui s'est posée à nous était de savoir sous quelle forme on pourrait créer ce mode de portage. Bien sûr, il y a la régie qui existe un petit peu partout en France. Pour nous, il nous a semblé que ce mode de fonctionnement en régie était plutôt contraignant. D'abord parce que l'exploitation est internalisée, un budget annexe, il va falloir le créer, l'alimenter notamment par une avance qui doit être définie très précisément dès le début des projets. C'est un peu compliqué parce que derrière, il n'y a pas de mouvement possible et de retour en arrière financier, un personnel qui est affecté et le portage, bien sûr, financier de ce mode de fonctionnement. Donc, on s'est tourné vers ce type d'intervention qui est la SPL, donc une société publique locale. On a jugé que c'était beaucoup plus souple comme mode d'intervention, puisqu'elle intervient au profit des actionnaires uniquement et sur leur territoire. Et la seule chose qui pourrait être un petit peu particulier, c'est une intervention en mode de quasi-régie, donc à savoir 3 conditions pour être en quasi-régie, un contrôle analogue exercé donc, par le SIDEC sur la SPL, contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. La SPL exerce 80% de ses activités pour cette personne morale, donc pour le SIDEC, cette personne morale qui la contrôle, et les capitaux sont 100% publics. Donc, c'est les seules contraintes entre guillemets qu'on peut avoir pour le fonctionnement sous forme de SPL. Dans le domaine d'activité, bien sûr, ce sont les réseaux de chaleur publics à base de bois énergie. L'autre question qui s'est posée, c'est comment on allait mettre en place cette SPL. Donc, d'abord, la condition essentielle, c'était bien sûr, pour répondre à la condition du contrôle analogue, il fallait qu'il y ait un mode de gouvernance qui soit adapté. Donc, on a 2 représentants du SIDEC pour un représentant de la commune pour son projet. C'est ça la situation quasi-régie. En fait, Capital social qui a été fixé à hauteur de 500 000 € réparti en 500 actions à hauteur de 1 000 € chacune. Voilà, ça c'est pour la partie juridique. Comment se déroule un projet? Donc, un projet comme celui-ci, ça dure entre 1 an et demi et 2 ans. C'est assez long en réalité, mais d'autant plus que la commune doit avoir un projet suffisamment avancé, ce qui signifie qu'elle doit avoir mené des études suffisantes, qu'elle ait aussi la volonté de réaliser ce projet. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, il va falloir qu'elle transfère sa compétence. Donc, là, elle a transféré sa compétence chaleur au SIDEC. Le SIDEC, pour sa part, lui, va effectuer ce transfert de compétences et va traiter d'un contrat de concession de service public avec la SPL Jura Chaleur Renouvelable. Celle-ci sera chargée des réalisations en termes de travaux, en termes de suivi de chantier, et également des financements. C'est elle qui va aller faire les recherches de financement auprès des différents financeurs et des banques également. Elle passera donc les marchés publics qui vont être tournés tout d'abord vers les travaux en eux-mêmes. On va solliciter les entreprises par le biais, bien sûr, des règles des marchés publics, de la commande publique. Et ensuite, par rapport au contrat d'exploitation et de maintenance, il y aura un contrat également qui sera signé. Enfin, elle va s'occuper de la facturation d'énergie.
Donc, signer les polices d'abonnement, faire signer les polices d'abonnement aux abonnés et réaliser la facturation. C'est pour ça que ça dure assez longtemps comme ce procédé. Alors, les intérêts, ils sont multiples pour la collectivité, bien évidemment. Tout d'abord parce que c'est la SPL qui va assurer le portage complet de l'opération. Sur les investissements, donc ça va de la réalisation des procédures de consultation des entreprises jusqu'à le suivi de chantier, et puis les procès-verbaux de réception de travaux, par exemple, et la suite. Ça ira également en termes de financement. Donc là, on va solliciter, comme je disais tout à l'heure, à la fois nos financeurs. Donc là, on a le principal financeur qui est l'ADEME, avec le fonds chaleur, qui intervient là-dessus. On a d'ailleurs demandé un premier acompte récemment sur le premier de nos projets. Voilà, on est en cours de le demander en tout cas. On sollicite les banques par rapport à une ligne de trésorerie et pour pouvoir, en attendant les solutions, continuer à verser à payer les factures, hein, je vais y arriver. Et puis donc on va solliciter également les aides type C2E, ça s'appelle déjà coup de pouce. Voilà. Alors il faut savoir quand même que l'équilibre du projet vient du fait qu'on a un prix de chaleur qui a été décidé, établi en fonction de la rentabilité du projet et de son mode de fonctionnement. Donc, c'est le prix de chaleur vendu. Il y a un certain nombre de composantes, je ne développerai pas là ici, composantes du prix de chaleur, mais en tout cas, il faut qu'il soit rentable, enfin suffisamment rentable pour que le projet puisse se développer. Alors, quand je disais portage complet, la SPL aussi, elle intervient sur les polices d'abonnement. Donc, c'est elle qui va faire la prospection auprès des abonnés. Là, c'est une démarche bien en amont. Et ensuite, une fois que les abonnés auront signé ces polices d'abonnement, c'est elle qui procédera à la facturation via les consommations qui auront lieu. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là pour notre premier projet, mais ça viendra donc au courant du deuxième semestre de l'année 2025. Par ailleurs, quand on dit portage complet, ça signifie aussi que le contrat avec l'exploitant en termes de maintenance et d'exploitation, il est suivi par nos techniciens. Donc, on suit de près l'entreprise et on suit le respect du contrat. Autre avantage pour la collectivité, c'est que on peut produire évidemment de la chaleur décarbonée à un prix qui est quand même stable et garanti. Et bon, bien sûr, on va réaliser des économies puisqu'il y a une mutualisation des installations. C'est pour ça qu'il y a des intérêts qui sont intéressants pour la collectivité. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Les étapes incontournables. Alors, oui, ces étapes sont incontournables parce qu'elles permettent, d'abord, elles sont nécessaires pour sécuriser le dispositif. Donc, sécurisé d'un point de vue juridique, donc ça va être le transfert de compétences de la commune au SIDEC, et le SIDEC qui lui-même prend une délibération, et ces délibérations doivent être concordantes avec la date de prise d'effet de ce transfert de compétences. Donc, également la participation de la commune au capital social, ça aussi, ça fait partie de la sécurisation juridique. Et puis la rédaction d'un contrat de concession avec la SPL, où là, effectivement, c'est très détaillé et il faut que ce soit au mieux sécurisé. Ensuite, dans le terme de sécurisation, bien sûr, on a recours aux procédures de consultation des entreprises. On a une sécurisation technique dans la mesure où interviennent des techniciens, donc spécialisés dans le domaine des réseaux de chaleur. Donc, d'abord pour la définition du besoin, la rédaction des cahiers des charges, mais aussi pour le suivi de chantier. Donc, ce sont des personnes qui interviennent sur le chantier pour suivre les entreprises et voir quand il y a des défaillances ou bien quand il y a des ajustements à opérer. Voilà. Une sécurisation également financière. Dans ce cas-là, oui, c'est nous qui allons, c'est la SPL qui va consulter les banques pour le financement, qui va intervenir sur la partie facturation. Donc là, on a quelqu'un qui enregistre des opérations comptables de droit privé plutôt, de comptabilité privée. Donc, on a effectivement toute une équipe qui tourne autour de ces opérations. Il faut au moins quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine juridique, au moins dans le domaine technique, au moins dans le domaine comptable. Tout ceci ne peut intervenir qu'en toute transparence, puisque dans le cadre du contrôle analogue, il faut qu'on soit le plus transparent possible vis-à-vis de nos actionnaires, donc vis-à-vis du SIDEC, mais aussi vis-à-vis des communes qui sont membres pour l'instant. On a une et deux qui arrivent. Donc là, je laisse la main à monsieur Michel Azière. Donc, pour terminer un peu cette présentation, en fait, donc la SPL a été mobilisée donc, pour la première fois sur un projet donc, qui est un peu particulier, c'est sur la commune de Mouchard. Sur cette commune existait une chaufferie bois pour un lycée.
le lycée du Bois, qui est assez réputé. Mais cette chaufferie, alors historiquement, elle fonctionnait depuis une dizaine d'années, mais elle était très, très surdimensionnée. Et donc la SPL, suite un peu à un certain nombre comment dire, de contacts avec la commune de Mouchard, enfin un travail quand même préalable qui a pris 2 ou 3 ans, la SPL donc, a été mobilisée pour développer un réseau de chaleur à partir de cette chaufferie qui appartenait à la région et que la SPL donc, va avoir en propriété par transfert de la région. Et donc développe sur cette commune donc, un réseau de chaleur d'à peu près 1 km, au total 1,5 km de réseau, pour raccorder un certain nombre d'équipements publics. Sur cette commune, il y a aussi un institut compagnonique où il y a 300-400 élèves en internat. Il y a des bâtiments communaux, mairies, voilà, classiquement, ce qu'on retrouve salle des fêtes, groupes scolaires, écoles, maisons de santé, et aussi deux petits collectifs de logements sociaux. Donc, les travaux donc, sont en cours. La mise en service donc, est prévue à l'automne 2025, pour que, voilà, sachant que là, vous l'avez compris, il n'y a pas eu de construction de chaufferie bois, c'est bien un réemploi de la chaufferie existante. Donc là, on n'est que sur une phase de développement de réseau et de raccordement de l'ensemble des clients. Voilà. Le réseau de chaleur, il aura un taux de couverture à peu près de l'ordre de 85%, donc à partir de Bois-Énergie. Le reste sera fourni avec une chaufferie, avec une chaudière fuel qui est existante sur la chaufferie et qui sera réemployée et réutilisée. Et globalement, on aura donc une consommation d'à peu près 1200 tonnes de plaquettes forestières qui viendront s'ajouter à la consommation qui précédemment était dédiée au chauffage du lycée. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, par rapport au projet de Mouchard, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir à peu près tenu le délai aussi. On a un petit peu de temps pour prendre des questions. Alors, j'en ai pas revu passer dans le chat. Peut-être en avez-vous à poser à l'oral. Sinon, on peut revenir sur les questions qui ont été posées du coup dans le chat pour que tout le monde les ait. Je ne sais pas si tout le monde les a vues. Donc, il y avait donc, qui ont déjà été répondues, c'est pour ça que je ne m'étais pas arrêtée dessus. À l'écrit. Il y avait une première question donc, pour Collonges-les-Nevers sur le projet d'agrivoltaïsme qui a été évoqué, savoir s'il y avait un petit peu d'éléments à rajouter. Donc, est-ce que ce serait possible, Monsieur Gabet Oui, bien sûr. Donc, effectivement, comme je l'ai répondu dans le chat, c'est un projet porté par un opérateur qui s'appelle Photosol au profit d'une fratrie d'agriculteurs implantés de longue date. Donc, c'est un projet qui se déploierait dans l'est extrême de la commune, un lieu-dit qui s'appelle les Penouilles. Donc, ce sont des terres agricoles assez moyennes. C'est pas de l'excellente terre agricole. Donc, c'est un projet effectivement qui porte sur 40 hectares de panneaux suivant la course du soleil de façon dynamique, installés à 4 mètres de hauteur, donc permettant le pâturage de vaches avec un élevage de viande qualitative en Angus, de bétail Angus sous les panneaux. Donc la structure économique du projet, c'est en fait l'agriculteur exploitant l'Angus percevant une indemnité, une sorte de concession pour veiller aussi au bon entretien des panneaux. Donc à la fois la ressource agricole et un revenu complémentaire issu de son travail de gardiennage et de proximité au niveau des panneaux. Alors c'est un projet qui est combattu. On a une personne qui a racheté un château situé à 3 km à peu près du site, qui estime que le petit rectangle de panneaux va irrémédiablement endommager son visuel. Voilà, donc le permis d'aménager, il faut le préciser, est accordé par la préfecture. Ce n'est pas la signature de la mairie, on a eu beaucoup de mal à lui faire comprendre. Nous, en tant que commune, on a accompagné le projet pour le rendre un peu plus vertueux. Donc on a pesé, enfin c'est pas le mot, essayer d'influencer dans un sens vertueux
le projet au niveau de certains systèmes de voies de communication à l'intérieur sur l'entourage de haies. Donc on a obtenu que le projet soit environné de haies. Donc on a essayé de l'améliorer. Il y a eu un très bon partenariat avec l'opérateur Photosol et la fratrie d'agriculteurs. Donc on est sur un projet voilà, dans une zone assez excentrée de la commune, n'altérant pas de façon grave des visuels et permettant une exploitation d'élevage concomitante, d'élevage qualitatif. Voilà, donc après, il y a beaucoup de débats, vous l'ignorez pas, sur l'agrivoltaïsme. Donc nous, on ne pouvait pas bloquer et on n'avait pas d'opinion arrêtée sur le fait de bloquer de tels projets. Par contre, on a défini comme zone d'accélération l'emprise du projet. Voilà, et par contre, on a défini des zones d'exclusion. On estime qu'une emprise de 40 hectares plus un autre petit projet de plus faible ampleur sur l'agrivoltaïsme, c'est suffisant au niveau de la commune. Donc, on s'est prononcé en faveur d'une limitation. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y avait une autre question, pareil, à laquelle vous avez répondu par écrit. Comment sont approvisionnées les différentes chaufferies bois? Avec quel bois? Est-ce que c'est de la forêt locale ou est-ce que ce sont du bois de haies agricoles? Alors en fait, on avait dans l'implantation deux projets qui auraient un peu, enfin, deux sources d'approvisionnement qui auraient un peu conditionné soit les granulés, soit les plaquettes. Donc on est parti sur un approvisionnement plaquettes. Et effectivement, ce sont des plaquettes issues de bois locaux. Donc on est dans un rayon de 20 km de l'implantation des chaufferies. Ça veut dire non plus qu'on n'a pas de transport excessif. Voilà, c'est des livraisons qui sont à peu près, il faut compter, entre une semaine et demie et 2 semaines selon l'intensité de chauffe. Donc j'ai indiqué les volumes. La chaufferie de Malraux, 70 kW en puissance. Donc 28 tonnes 8 pour les sols. Malraux, c'est 90 kW, c'est un peu plus puissant, c'est un peu plus de surface à chauffer. On va être sur 44 tonnes 9. Voilà, donc on a les livraisons donc périodiques. On a un agent des services techniques qui est dédié au bâtiment et au sein de son affectation générale bâtiment, il a une vigilance toute particulière sur les chaufferies. Je veux préciser aussi qu'il y a un temps de rodage des chaufferies. C'est-à-dire tout n'est pas optimal d'emblée. On a eu des mixités avec le gaz non souhaitées qui ont été résolues grâce au partenariat avec le Sienne. On a eu des problèmes de trémie, de zones rotatives. Donc on a une animation en rond du brassage des plaquettes dans un bac carré, donc on avait des problèmes d'accumulation dans les angles, voilà, qui ont été résolus aussi. Il y a eu des solutions techniques. Donc, c'est pas clé en main immédiat. Il y a quand même un accompagnement à faire de ces chaufferies. Il faut quand même être présent et avoir des yeux et des oreilles présents sur site en permanence. Voilà, donc il ne se passe pas 2 jours sans que l'agent des services techniques visite les chaufferies et s'assure que tout est OK. Bon, le sien assure bien sûr du passage régulier. Donc ça ne tourne pas tout seul, hein. Faut pas partir sur ce postulat. Voilà, ça demande à être suivi. Voilà. Je me permets une question complémentaire. Est-ce que vous savez si ces agriculteurs ont mis en place un plan de gestion de leurs haies pour vous approvisionner? Oui, bien sûr. Oui, Ok, oui. ok. Non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est une démarche. Après, on est vigilant aussi. Quand je vous parle d'accompagnement, on a eu des livraisons qui n'étaient pas de bonne qualité. Il y en a eu une en particulier avec des plaquettes très fibreuses qui ont posé des problèmes au niveau
de la vie sans fin. Donc, quand je vous parle de vigilance, voilà, bon, le tir a été redressé depuis, mais on est obligé d'être très vigilant aussi sur la qualité de la plaquette. Toutes les plaquettes ne sont pas égales et on doit avoir vraiment un profil de plaquette très particulier, de grande qualité, pour éviter des dysfonctionnements de la chaufferie. Voilà, donc ça fait partie, je vous dis, chaque semaine, on a une réunion avec les services techniques, on fait le point, on les suit de très très près. Ok, on a 2 minutes pour prendre une question complémentaire s'il y en a. Je voudrais frustrer personne. On n'a pas eu de questions pour le SIDEC. Si vous avez une petite chose qui vous taraude, c'est maintenant. Bon, ok. Alors, du coup, je vous propose de poursuivre le webinaire avec la partie outils à disposition des collectivités. Donc, on a Jean-Yves Richard qui vient de nous rejoindre de l'ADEME, donc qui va nous présenter l'outil ENR Choix qui a été mis en place par cette structure. Jean-Yves, est-ce que vous voulez partager votre écran? Bah, je vais vous le présenter comme ça très rapidement, ce qu'on m'a dit de faire rapidement en 10 minutes. Voilà, c'était pour vous présenter un outil mis en place par l'ADEME pour accompagner les maîtres d'ouvrage euh, au choix des énergies renouvelables, parce on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, bois, solaire, géothermie. En tant que maître d'ouvrage, vous vous posez forcément la question de dire bah, quelle est la meilleure énergie pour moi? Et, euh, et c'est un outil en fait d'autodiagnostic pour accompagner le maître d'ouvrage dans ses choix, donc qui peut utiliser lui seul pour se dire bah, voilà, quelle est l'énergie la mieux adaptée à mon projet. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un arbre de décision, donc avec après c'est peut-être un peu petit, vous ne voyez pas forcément comme il faut, mais de dire voilà, Je vais prendre la main sur le partage vers le diapo, comme ça d'accord. on verra en grand. Continuez. Donc est-ce que quels sont quelle énergie je dois produire? Est-ce que c'est pour un process? Est-ce que c'est pour du chauffage? Quelle est la température nécessaire euh, est-ce que je dois produire de la vapeur? Est-ce que je produis de l'eau chaude? Et tout ça, en fait, c'est pour que le maître d'ouvrage prenne conscience que son l'utilisation de l'énergie qu'il souhaite suppose tel type de système de production. Donc c'est pour l'aider et l'aiguiller sur ses choix. Et puis derrière, bah, aussi l'emmener vers la bonne personne pour le renseigner et vers la bonne étude de faisabilité euh, sur, euh, sur l'énergie la mieux appropriée à son process ou son système de chauffage. Ou alors, bah, comme peut voir sur une collectivité, dire bah, moi j'ai un vieux bâtiment où je suis sur des radiateurs haute température, j'ai des besoins de température importantes. Bah, si je veux passer à un système de géothermie efficace, je dois d'abord rénover l'enveloppe de mon bâtiment. Donc voilà, ça peut aiguiller aussi les travaux à réaliser sur le bâtiment pour que l'énergie que je souhaite, enfin le système de production, il corresponde bien à mes besoins. Tu peux passer sur le document suivant. Donc voilà, vraiment se poser les bonnes questions. euh, et puis aussi, là on le voit sur la première slide, on l'a vu aussi dans les présentations précédentes, dire bah voilà, est-ce que autour de moi aussi, en tant que collectivité, j'ai d'autres bâtiments? Est-ce que je peux mutualiser un système de production parce que mes besoins sont pas suffisants pour justifier la mise en place d'un réseau de chaleur bois? Est-ce que à côté de mes bâtiments, j'ai d'autres usages qui peuvent se justifier? Là, récemment, a été mis en service en Haute-Saône
un réseau de chaleur où la collectivité va approvisionner un EHPAD sur sa commune. Et ça a justifié la mise en place d'un réseau de chaleur plus important et des investissements plus importants pour pouvoir chauffer les bâtiments de la commune, plus l'EHPAD. Donc c'est intéressant aussi d'ouvrir un peu son champ de vision pour voir si je peux mutualiser mes besoins. Je pense qu'on peut passer sur la partie suivante. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que ADEME, région, Europe, après ces questionnements, on a mis en place un réseau d'animateurs pour accompagner les maîtres d'ouvrage pour aller plus loin. C'est-à-dire, ça y est, j'ai fait mon autodiagnostic, je me suis posé des questions. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait peut-être une ou deux solutions qui sont possibles pour mon projet. Il faut que je creuse ces solutions techniques. Qui peut m'accompagner? Il y a un réseau d'animateurs à l'échelle régionale, que ce soit pour les collectivités, pour les entreprises, pour vous accompagner dans vos choix, pouvoir creuser ces questions-là par une étude d'opportunité, donc qui est gratuite, hein, donc une première étude, et puis après vous aiguiller sur euh, les, euh, les bons bureaux d'études, enfin pas bons, enfin les bureaux d'études spécialisés dans les énergies que vous voulez étudier, pour cette fois-ci faire une faisabilité et rentrer dans les projets. J'entendais précédemment aussi, il y a des structures comme les syndicats d'énergie qui ont qui ont créé des régies chaleur et qui peuvent faire les investissements pour, euh, pour vous et exploiter des réseaux de chaleur pour les communes. Je pense qu'on peut passer, je dois être, on m'a dit de tenir dans les temps. Je vous ai mis dans ce dernier slide les différents contacts hein, en fonction euh, de l'énergie, vos questions. Et puis si vous êtes une commune voilà, on s'est réparti commune de plus de 10 000 habitants, commune de moins de 10 000 habitants, ou géothermie, chaleur fatale. Voilà, vous avez les différents contacts de l'ADEME que vous pouvez appeler pour, pour avoir les renseignements et puis vous accompagner sur vos projets, vous donner le nom de la personne en fonction de l'avancée de votre projet qui peut vous accompagner. Voilà. Mais vous m'aviez Bah, dit, Perrine, super, de faire rapidement, en moins de 10 merci minutes. beaucoup. Voilà. Ouais. Alors, je crois que vous ne pouvez pas rester, donc peut-être qu'on peut prendre tout de suite les questions sur cet outil-là, s'il y en a. J'ai rien vu passer dans le chat, mais n'hésitez pas à réactiver votre micro si vous avez une question. Oui, la DDT 39, Nicolas Gay. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais simplement savoir s'il était prévu que cet arbre de décision soit en quelque sorte numérisé sous forme d'une Oui. petite application qu'on pourrait trouver Ah. sur la ligne, sur le site de l'ADEME, que ce soit peut-être plus ergonomique. Ah oui, oui, non, je vous comprends. Euh, on n'a pas prévu de le numériser pour l'instant. Il est sur la librairie ADEME en téléchargement gratuit. En fait, on avait souhaité aussi faire cette app décision parce il y a un outil qui s'appelle ENR Choix qui a été développé en Île-de-France, mais qui aiguille pratiquement tout sur de la géothermie profonde haute température, donc qui correspond pas en fait. Donc cet outil aussi, il doit être euh, adapté à chaque territoire. Donc on avait souhaité faire un arbre de décision qui correspond plus euh, aux, euh, aux ENR disponibles en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, un autre point, on a aussi développé un outil pour nos animateurs ENR, cette fois-ci plus accompagnés, qui permet de comparer différentes énergies renouvelables entre elles. Donc ça, par contre, voilà, en fait, l'arbre de décision, c'est vraiment un outil préalable d'autodiagnostic pour le maître d'ouvrage.
Et après, s'il veut aller plus loin, s'il veut des calculs, des comparatifs de coûts de projet, de coûts d'exploitation, euh, il fait appel à un animateur ENR qui peut lui faire une étude comparative après avoir fait ce premier tri. Et l'étude comparative, elle est aussi gratuite? Toutes les missions réalisées par les animateurs ENR, je pense que Martin pourra en parler après derrière, mais le réseau des animateurs ENR est financé euh, ADEME Région FEDER, et ces missions sont gratuites pour les maîtres d'ouvrage. D'accord, merci bien pour ces réponses. Alors, on a une question dans le chat de Jérôme Flao du Grand Belfort, qui fera le lien aussi, je pense, avec la présentation de Fibois. Donc, voilà, Jean-Yves, si jamais vous préférez laisser répondre Martin, vous me dites. Concernant le développement des chaufferies bois, comment être sûr qu'il est compatible avec la dégradation des forêts locales? Je pense Ouais, que l'allusion est à la crise des scolytes. oui, après, je pense que Martin sur la ressource en parlera mieux que moi. Après, c'est vrai que euh, on on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a des projets comme projet précédent qui a été présenté de petits réseaux de chaleur communal. Je pense que l'impact est faible, hein. Après, il y a des projets de plus grande ampleur où on va chercher beaucoup plus loin le bois, où il y a un impact qui peut être un peu plus conséquent. Mais il y a, des instances à l'échelle régionale pour vérifier que ce qui est consommé est compatible avec ce qui est produit et voilà, sur la ressource disponible. Mais je pense que Martin peut compléter. Vas-y, Martin. Merci. C'est un cadeau. C'est ça. Oui, c'est sûr que la problématique de la ressource forestière était moins suivie précédemment parce que les forêts en France ont toujours été globalement sous-exploitées et que avant le changement climatique, c'était une gestion qui était très planifiée, donc on avait une vision assez claire sur le bois disponible. Aujourd'hui, le contexte a changé puisqu'on a eu la crise des scolytes notamment et d'autres dépérissements un peu moins importants qui font que on a dû couper beaucoup d'arbres d'un seul coup qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas prévus d'être coupés, ce qui génère une grosse ressource, mais du coup pose des questions sur la ressource à venir. Puis dans le même temps, le bois énergie se développe de manière continue et planifiée, et du coup ça pose des questions qui sont légitimes. Donc il y a pas, enfin, la réponse que je donne en général, c'est que il y a déjà une filière qui est bien en place depuis longtemps et qui valorise une ressource qui est quand même très présente dans notre région. Et donc il n'y a pas forcément besoin d'aller récolter plus de bois pour faire des nouveaux projets de chaufferie. Tous les efforts de sobriété, d'efficacité énergétique qui sont mis en place, ils permettent déjà de libérer un gisement important pour des nouveaux projets, notamment, comme disait Jean-Yves, des petits projets qui représentent une consommation très faible. En plus, le gros de la consommation de bois énergie, c'est les particuliers qui se chauffent au bois de chauffage, ce qui consomment beaucoup plus que les chaufferies collectives. Donc là aussi, il y a des gains d'efficacité, une meilleure isolation des maisons qui permet de libérer de la ressource. On peut aussi relocaliser des volumes de bois qui actuellement partent hors de la région. Mm. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on n'a pas forcément besoin de modifier la gestion forestière. De toute façon, c'est pas forcément prévu par les gestionnaires, donc voilà. Et après, il y a quand même une marge de progression possible pour récolter un peu plus de bois énergie sur certains types de forêts sous-exploitées, notamment certaines forêts de feuillus. Et ça permet de produire du bois d'œuvre de qualité pour la construction, notamment, ce qui reste toujours l'objectif prioritaire, et en même temps un peu de bois énergie. Sachant que, après, c'est vrai que ça dépend le niveau de connaissance, mais souvent, tu le dis aussi, Martin, on coupe pas du bois pour faire du bois énergie, quoi. Donc, Oui. on est vraiment sur, voilà, c'est le sous-produit de l'exploitation forestière, soit de l'élagage, soit du bois d'œuvre, hein. Ce qui reste, on va en faire du bois énergie. Mais on coupe pas de la forêt pour faire du bois énergie, quoi. Souvent, il y a un fantasme un peu là-dessus.
en disant on coupe du bois pour mettre dans les chaudières. Non, on est sur du sous-produit. Là, on parlait tout à l'heure de la Nièvre. Le Sienne, il a sa plateforme où il récupère bah, euh, des sous-produits ou alors, on l'a vu pour la gestion des haies également. Donc voilà, on fait du stockage de bois plaquettes qui est un sous-produit de l'exploitation forestière, quoi. Mais on coupe pas des bois pour faire du bois énergie. Juste une petite précision, j'ai sous les yeux des chiffres collectés par la Grèce, c'est des données de 2018, mais bon, qui indiquaient pour la région Bourgogne-Franche-Comté un volume de bois sur pied de 388 millions de mètres cubes, avec un accroissement de volume de 11,8 millions de mètres cubes chaque année. Un prélèvement annuel qui s'élevait à l'époque à 7,4 seulement. Et le bois énergie globalement utilisé à 37%. Grosso modo, nos chaufferies locales consomment autour de 75 tonnes par an rapportées aux chiffres que je viens de citer, en rappelant aussi que dans les siècles précédents, 19e, 18e, la Nièvre est le seul à approvisionner une large partie du chauffage d'une ville comme Paris, où le chauffage était essentiellement bois. Donc, je dirais l'impact sur la forêt locale rapporté à ces chiffres est quand même très, très, très raisonnable. Très raisonnable. Oui, exactement, et d'autant plus que, comme je disais, il y a déjà une filière en place. Par exemple, en fait, on parle souvent de bois industrie, bois énergie, comme catégorie de qualité pour les plus basses qualités de bois, parce que il y a les usages énergie, et il y a aussi tout ce qui est fabrication de papier ou de panneaux, d'agglomérés. Et là aussi, il y a des changements d'usage. Par exemple, les usines de panneaux qui peuvent consommer, donc ça va être Chronospan en Bourgogne et CF2P en Franche-Comté. Elles peuvent consommer plusieurs centaines de milliers de tonnes de biomasse chaque année. Donc il suffit, les panneautiers, ils ont mis en place des dispositifs pour recycler, pour utiliser du bois recyclé dans leur process. Ça a libéré d'un seul coup des dizaines, voire centaines de milliers de tonnes de biomasse. Donc c'est pas toujours pertinent de comparer les nouvelles chaufferies au regard de l'accroissement des forêts. Mais c'est quand même un sujet qui est surveillé parce que Oui, à l'échelle régionale, bah, quand un projet va consommer plus que 5 ou 10 000 tonnes de bois, donc des projets déjà assez importants, de réseaux de chaleur notamment, ils doivent passer par la cellule biomasse pour obtenir des subventions, qui est un organisme qui regroupe l'ADEME et les services de l'État et pour lequel Fibois on fournit des données et qui peut donner un avis positif ou négatif au regard de la ressource disponible. Donc, et il y a parfois des avis négatifs sur certains projets qui veulent s'implanter dans des zones où il y a déjà une tension sur la ressource. Donc c'est voilà, c'est quand même surveillé à l'échelle régionale. Ok, bah, Martin, je te laisse peut-être la parole pour poursuivre sur Ouais, la présentation des outils de Fibois. bon, je vais aller assez vite du coup. Je n'ai pas prévu de vous embêter très longtemps. Donc, bah, tu peux passer au premier diapo. Fibois Bourgogne-Franche-Comté, on est l'interprofession de la filière forêt-bois. Donc, on est une association loi de 1901 avec une dizaine de permanents sur la région. Et on représente la filière forêt-bois, donc c'est-à-dire donc d'une part les entreprises qui travaillent de l'amont forestier aux usages du bois, aux usages finaux. Donc ça va de l'exploitation forestière jusqu'à l'architecture bois, en passant par les scieries, les entreprises de transformation diverses et variées, et le bois énergie. Dans l'association, il y a aussi bah, tout ce qui est Office national des forêts, CNPF, les différents syndicats de propriété forestière, les organismes comme l'ADEME, l'État, etc. Donc on est vraiment le lieu de discussion de la filière. Il y a aussi les centres de formation, les lycées, etc. Et on fait un certain nombre d'actions qui sont soit financées par des subventions publiques, soit par les adhésions des entreprises, soit par de la prestation qu'on peut faire. Et sur le bois énergie en particulier, on fait le suivi de la filière à l'échelle régionale. Donc, on suit la liste de toutes les chaufferies biomasse de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est la partie consommation, les consommations des industries et des particuliers.
Donc ça, on le fait via des données biblio. Et on suit aussi la production de bois énergie, donc bois déchiqueté, coproduits de scierie, etc. Donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME et la région. On fait de l'accompagnement de projets d'entreprise, on fournit de l'information sur la ressource bois disponible, justement, plus quelques autres missions. Donc tu peux passer la diapo. Donc j'avais pas prévu de vous faire une présentation très détaillée sur justement la gestion forestière, la ressource bois, parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Mais voilà, je vais simplement vous expliquer où vous pouvez trouver les infos. Donc déjà, en premier lieu, si vous avez un projet en tant que collectivité, par exemple, de décarbonation, et en particulier Bois Énergie, la première étape, et Jean-Yves l'a dit, c'est de prendre contact avec le réseau ENR. Donc il y a un animateur ou une animatrice par département, en gros, généralistes, qui sont soit dans des associations, soit dans des départements, soit dans des agences locales de l'énergie. Donc ça change un peu de structure, mais c'est le même fonctionnement partout. Et donc, les animateurs, animatrices ENR, ils peuvent vous accompagner tout le long du projet. Donc, ça va de la réflexion sur quelle énergie renouvelable mettre en place, euh, jusqu'au fait de faire les cahiers des charges pour trouver les bureaux d'études, passer les marchés pour la maîtrise d'œuvre, ce genre de choses. Et donc, c'est un conseil qui est gratuit et indépendant. Donc, il y a plusieurs étapes dans un projet. La première étape, c'est l'étude d'opportunité en général, qui est réalisée par l'animateur, animatrice ENR. Après, il y a une étude de faisabilité faite par un bureau d'études, et puis ensuite, toutes les étapes, chantier, etc. Donc, sachant que Fibois, où tu peux passer, dans le réseau énergie renouvelable, il y a des animateurs qui sont territoriaux et qui accompagnent les projets. Et après, il y a des animateurs qui sont sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, sur des thématiques en particulier. Et entre autres, Fibois et aussi un petit peu les communes forestières. On s'occupe des questions relatives à la ressource, à la filière, aux différents fournisseurs, et au retour d'expérience. Et donc, on est en collaboration avec les autres animateurs. Donc, si par exemple, vous avez un projet dans le Jura et que vous êtes accompagné par l'AGENA, si à un moment vous posez la question de la planification par rapport à la ressource, eh ben, l'AGENA pourra vous mettre en contact avec nous. Si vous avez voilà, toute autre question sur la gestion forestière, trouver un fournisseur, etc., on pourra vous accompagner. Sachant que là, il y a notre site internet qui est en cours de refonte, et dessus, j'ai une collègue qui travaille sur une carte des retours d'expérience qui vous permettra aussi de voir des projets de chaufferie qui sont déjà en fonctionnement, et d'avoir une idée de combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc. Euh, voilà, donc toutes les infos dont vous avez besoin sur la ressource, sur la gestion forestière, sont sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Et puis j'en ai profité aussi pour mentionner, parce qu'on ne travaille pas que sur le bois énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, le bois énergie, c'est un coproduit de la filière bois. Donc si on veut développer le bois énergie, c'est intéressant de développer en même temps les autres usages du bois, notamment la construction, l'aménagement. Donc là, c'est pas moi qui m'en occupe, mais vous pouvez contacter aussi soit un de mes collègues qui travaille sur le sujet à Fibois, soit les communes forestières qui travaillent avec les collectivités pour mettre en place des projets de construction bois. Voilà. Et ok. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Dernière chance pour les questions. Du coup, je vous propose de passer au temps à la clôture de ce webinaire. Je vous ai remis une diapositive avec du coup les ressources que vous pouvez retrouver sur l'Oreca. Donc les données territoriales sur la plateforme Opter. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de diagnostics sur les données ENR, mais pas que. Vous avez également pas mal d'infos climat, air, énergie sur vos territoires, voilà, à l'échelle de l'interco au minimum, et parfois plus détaillé. Vous retrouvez également des publications sur le site internet. Donc le 4 pages l'essentiel des filières ENR en BFC. Comme je vous disais, je vous ai transmis le lien, il sera en ligne dans la journée pour la version 2025, donnée 2023. Le bilan climat, air, énergie de la BFC sera également proposé au deuxième semestre. Ouh là là.
Donc voilà, on est en train de travailler dessus. Et puis, je vous donne rendez-vous également le 2 octobre à Besançon. On a notre rencontre annuelle. Voilà, on est en train de caler un petit peu la programmation, mais on va parler pas mal adaptation, changement climatique. On va parler également de l'actualité de la COP, la planification écologique. Et puis, on aura l'après-midi des ateliers, donc à la fois pour les utilisateurs et les futurs utilisateurs d'Opter, voilà, qui auraient des questions, et puis des retours d'expérience thématiques sur les mobilités, la mobilisation dans les PCAET, la santé environnement. Voilà, on vous diffusera le programme très bientôt. Pour rappel, donc, la journée régionale des énergies renouvelables qui a eu lieu l'année dernière en décembre a donc fait l'objet d'une synthèse. Julie Godin vous a transmis tout à l'heure le lien. Vous l'aurez également dans le diaporama, l'accès vers ces fiches ressources et ces retours d'expérience. Donc, je vous ai mis là, par exemple, le retour de Mont-Saint-Vincent qui a été présenté sur un réseau de chaufferie bois également. Et puis, voilà, donc un petit visuel de la synthèse qui sera en ligne dans la journée. Merci pour votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Eureka. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.